Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette nouvelle édition des webinaires La Fusée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui met le Québec en effervescence depuis quelques mois maintenant, c'est la fameuse loi 25. Je faisais le calcul tout à l'heure, c'est notre 30e webinaire aujourd'hui chez La Fusée, et celui sur la loi 25, il rentre dans le top 3 en termes de nombre d'inscrits, donc ça montre à quel point c'est le sujet de l'heure et à quel point vous semblez curieux et intéressé à en savoir plus, aussi parce qu'il y a aussi un petit peu de stress relié à ça, et puis notamment au fait que la nouvelle phase est rentrée en vigueur depuis septembre 2023, avec encore beaucoup de compagnies et d'organismes qui ne sont pas à jour. Donc on va essayer de vous aider et de vous aiguiller du mieux possible aujourd'hui dans ce webinaire. La bonne nouvelle, c'est que je suis accompagné d'une personne qui est éminemment connaisseur sur le sujet, avec Colas. Colas, c'est le fondateur de la compagnie Sideetics, qui est spécialisé dans tout ce qui concerne les données marketing au sens large. Et je suis super content de l'avoir avec moi parce que je pense qu'il va nous apporter beaucoup de valeur. Salut Colas, tu vas bien? Ouais, merci. Bonjour tout le monde, ça va bien toi? Je suis là en fait aujourd'hui juste parce que j'ai un petit background là-dessus. Moi, j'ai pas mal implémenté de solutions comme ça en Europe, parce que la GDPR est bien plus ancienne, puis j'en ai beaucoup implémenté sur la loi 25 au Québec. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais accompagner Clément puis vous partager le maximum de mes connaissances. Tout à fait. Donc super content de t'avoir avec nous. Moi, c'est Clément. Je suis un des cofondateurs du centre de formation La Fusée. Et puis, je m'occupe aussi de toute la section médias numériques chez Digitad, qui est très impactée et au contact de ces sujets de loi 25 tous les jours, puisque on va en parler un petit peu plus tard dans ce webinaire. Ça a un impact marketing relativement important. Est-ce que toi, tu as ton costume déjà pour l'Halloween, Colas? Non, je suis toujours à la recherche. T'as une idée ou quoi? J'ai une idée, en tout cas, il y a une idée qui a été très appréciée sur notre LinkedIn, c'est le magnifique costume Loi 25, le sujet effrayant de 2023 pour tous les Québécois. Ça a été un de nos plus gros succès organiques sur LinkedIn. Non, sans rire, j'en ai pas encore, et le party d'Halloween du groupe intégral, c'est demain. La thématique, c'est les scènes iconiques de films, donc si vous avez des idées pour moi, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mais maintenant qu'on a fait les présentations et qu'on a un petit peu divagué sur Halloween, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Avant de démarrer, on fait partie avec La Fusée du collectif Intégral. Le collectif Intégral, c'est un groupement d'entreprises qui couvre tous les sujets relatifs au marketing numérique, technologie, contenu, technologie avec Cosmos, le contenu avec Frank, Digital qui est sur l'aspect performance, le petit nouveau Genia qui est sur la productivité avec l'intelligence artificielle, et puis La Fusée qui s'occupe des formations. Donc, on a de quoi couvrir pas mal de sujets si vous cherchez à être accompagné par rapport à tout ça. Et puis, on accompagne plus de 2000 clients à travers le temps. Deux ou trois autres petits points. À la fin de ce webinaire, pour les habitués, vous le savez, on fait un petit quiz sur Kahoot avec une formation à gagner pour celui qui sera le plus performant. Il y a un code promo en vigueur pour les 7 prochains jours avec le code webinaire 20 sur toutes nos formations sur lafusée.net pour les formations de groupe. Vous pouvez réserver directement en ligne votre place. Et puis, je le mentionne dès maintenant, dans moins d'un mois, le 15 novembre, aura lieu le webinaire suivant qui est sur un autre sujet extrêmement populaire, ChatGPT, passé au mode expert. On en avait fait un il y a environ un an qui avait très bien fonctionné sur ChatGPT, au début d'année sur ChatGPT à l'époque. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur les derniers mois, c'est un outil qui a beaucoup évolué, sur lequel on a beaucoup gagné en maturité aussi. Donc, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent sur ChatGPT et qu'on aimerait vous partager. Il fera Donc, moins c'est peur parti. ce, il fera moins peur ce webinaire-là? Il devrait être un petit peu moins effrayant. Bon, parfait. Donc, vous avez le lien directement sur votre écran. Comment on va organiser ce webinaire? On va faire une petite introduction pour comprendre le contexte de cette loi, repasser à travers les étapes essentielles depuis son adoption en 2021, les cas d'études et d'impact et les cas concrets de l'application de la loi, enfin une petite conclusion et surtout une période de questions. Donc, deux petits points. Premièrement, Colas comme moi, on est des gens, avant tout des gens de marketing. Donc, on va couvrir dans ce webinaire l'ensemble des éléments relatifs à la loi, notamment tout ce qui couvre l'aspect législatif. En revanche, en aucun cas, ça a une valeur juridique stricte et on vous recommandera toujours, notamment pour tout ce qui concerne les politiques de confidentialité, etc., à vous référer à des professionnels, ce que nous ne sommes pas sur ces sujets-là. Donc, naturellement, notre présentation va être un petit peu plus teintée sur les impacts marketing, même si on couvre l'aspect légal. Deuxièmement, pour les questions, on va potentiellement en prendre en cours de route, mais surtout, on va essayer de garder du temps pour y répondre à la fin de la présentation. Sur notre logiciel
de webinaire, vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Je vous invite vraiment à poser vos questions à cet endroit-là et pas dans le chat. Pourquoi? Parce que si vous posez une question à cet endroit-là, les autres personnes présentes dans le webinaire vont pouvoir directement aller mettre des petits pouces en l'air s'ils jugent la question pertinente pour eux aussi. Et à la fin, si on manque de temps, on pourra traiter en priorité ces questions-là. Donc voilà qui met la table. Le webinaire sera disponible en rediffusion sur le lien. En revanche, on n'enverra pas le PowerPoint en tant que tel du webinaire. Je vois que la question a été déjà posée plusieurs fois dans le chat. Donc c'est parti pour la loi 25 et l'introduction au sujet. Petite mise en contexte, la loi 25, elle est née d'un objectif qui est sur le papier plutôt louable, à savoir promouvoir la transparence, la confidentialité et offrir aux individus un contrôle accru sur la gestion de leur information au sein du territoire québécois. Donc, sur le papier, difficile de penser que c'est quelque chose qui peut être néfaste, et ça part quand même de quelque chose qui semble cohérent philosophiquement. Qui est concerné par la loi 25 ? Là, c'est assez facile d'y répondre. Globalement, c'est quiconque qui collecte des données. Toute entité qui collecte des données va être concernée par cette loi. Ça concerne autant les travailleurs autonomes que les organismes à but non lucratif, que les compagnies privées, ou même que les associations, les regroupements, les coopératives. Donc, l'immense majorité d'entre vous sont concernés par la loi 25. Et la loi 25 est beaucoup plus large que simplement mettre des bannières ou des bannières sur des sites web pour récolter les cookies de façon légale. C'est plus large que ça, même si vous n'avez pas de site internet, dès lors que vous possédez un CRM, une infolette, des fiches clients, un logiciel de comptabilité ou quoi que ce soit, vous récoltez des données et donc, techniquement, vous êtes assujetti à cette loi. Donc, super important d'avoir ça en tête. À l'origine de cette loi, on a nos amis de la Commission d'accès à l'information du Québec, dont l'acronyme est la CAI. Que font ces gens? C'est l'autorité qui veille à la mise en œuvre de la loi. C'est à la fois un tribunal administratif et un organisme de surveillance. Et c'est eux qui sont ou qui seront à l'origine des sanctions administratives suite au non-respect de la loi 25, sanctions qui peuvent être salées. On va en parler un petit peu plus tard. De façon générale, la loi 25... Pardon. Non, je disais, globalement... vous n'avez pas trop envie qu'ils vous contactent. Tout à fait. Je vous invite à éviter. Ils sont probablement fort sympathiques, mais j'imagine que on a peu envie de discuter avec eux parce que souvent c'est pas pour des bonnes nouvelles. De façon générale, la loi 25, elle s'inscrit dans un contexte qui est beaucoup plus global sur les préoccupations autour de la protection des renseignements personnels. Là, ça fait plus d'une décennie que le sujet existe finalement. Il y a eu tous les scandales reliés à Facebook, aux médias sociaux, etc., etc. Avec le temps, le législateur a commencé à s'adapter. Ça a démarré en Europe il y a déjà quelques années, t'en parlais Cola, et puis tu pourras peut-être nous partager ton expérience par rapport à ça. Mais la loi ou le règlement général sur la protection des données en Europe, elle existe depuis 2016. La loi 25 en est directement inspirée. Il y a des choses qui sont quasiment identiques, il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Et si on élargit encore un petit peu le contexte, on a, du point de vue technologique, des gros bouleversements qui s'en viennent, notamment avec la fin des cookies tiers sur Google, qui est repoussée chaque année ces dernières années, mais qui arrive nécessairement et qui va avoir aussi un énorme impact, notamment sur l'aspect publicitaire. On peut peut-être rajouter aussi la CCPA en Californie, pour ceux qui en ont entendu parler, que la Californie, c'est un peu comme le Québec, là, c'est un État indépendant c'est un État qui s'est mis aussi à mettre une loi juste en Californie, qui est un peu similaire à la RGPD et à la loi 25. Puis sur la disparition des cookies, je peux peut-être ajouter un apport technique, là. Google travaille sur des solutions, ils en ont abandonné une, ils sont en train de travailler sur une autre qui s'appelle Topics, si ça vous intéresse, pour les curieux de tout ça, qui se base justement elle évite en fait l'utilisation des cookies tiers, pour ceux qui sont intéressés. Exactement. Donc, merci Cola. Et tout ça donc fait partie d'une même mouvance qui consiste à essayer de réduire l'accès illimité aux données personnelles, à la fois par les entreprises, par les solutions technologiques, etc., pour à la fois être plus transparent, mais aussi mieux sécuriser tout ça. Quand on parle de renseignements personnels, de quoi on parle concrètement? Si on se fie à ce que dit la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, un renseignement personnel, c'est tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier. Donc, concrètement, c'est tout ça. Ça peut être le nom, l'adresse postale, ça peut être vos mots de passe, vos numéros d'assurance sociale, votre permis de conduire, votre niveau d'instruction. Voilà, ça concerne pas juste des éléments, je dirais, des éléments démographiques propres à vous. C'est vraiment tout ce qui... C'est vraiment beaucoup plus large que ça. Même votre adresse IP peut être concernée.
Et deuxième point qui est important, on parle de la collecte de données de façon générale sur les sites internet parce que c'est un peu la partie la plus visible de l'iceberg et à partir desquels on va souvent collecter le plus de données. Mais ça concerne aussi tout ce qui va être vos fournisseurs, vos prospects, vos visiteurs, etc., etc. Donc très important de garder en tête, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect des sites web qui ne sont qu'une partie. Quand on parle de renseignements personnels, quelques exemples, on a des renseignements directs et des renseignements qui sont indirects. Les renseignements directs, ça va être Cola, homme de, je ne sais pas quel âge tu as, 31 ans, c'est évidemment soumis à la loi 25. Là, on est dans un renseignement direct immédiat. Ensuite, on a ce qui sont les renseignements indirects. Et attention à ne pas tomber dans le piège. Ça ne suffit pas de juste anonymiser le nom de Cola et de garder son sexe et son âge dans une base de données. Même ce type de renseignement-là, si c'est un numéro de client, ne vous exempte pas de vous soumettre à la loi 25 et donc de respecter notamment le consentement explicite par rapport à ça, etc., etc. On va en parler. Ce qui est aujourd'hui non soumis à la loi 25, ce sont les renseignements qui sont complètement anonymisés. Exemple, homme de 25 ans a fait telle action. Ça fonctionne parce qu'il n'y a aucune façon de relier ces éléments-là à Cola en tant que tel. Alors que si c'est le client 23, bah là, on sait que c'est Cola et donc on rentre à nouveau dans le cadre de la loi. Au niveau du calendrier, et puis Alexandra, juste, je pense je vais laisser Juliette te répondre dans le chat, mais c'est de ton côté que tu peux changer ton layout sur le site web pour avoir les deux écrans. Au niveau du calendrier d'application de la loi 25, cette loi, elle a été adoptée en septembre 2021. Dans les faits, elle a été mise en place, des premières mesures ont été mises en place depuis le 22 septembre 2022. Donc ça fait plus d'un an en théorie que certains aspects auraient déjà dû être mis en place. On va couvrir les principaux tout à l'heure. Depuis le mois dernier, donc depuis 2023, il y a des mesures complémentaires qui sont rentrées en ligne de compte. C'est des mesures qui sont un petit peu les mesures phares et aussi les mesures les plus complexes, entre guillemets, à mettre en place, qui devraient déjà l'être en théorie. Et surtout, en théorie, les pénalités sont potentiellement déjà applicables depuis septembre 2023. Donc, on est techniquement en retard si ce n'est pas déjà en place. Ne partez pas encore absolument en peur parce qu'on va parler un petit peu de la philosophie de la CAI derrière ça. Je ne pense pas qu'ils vont venir vous attraper par le col des deux mains. Cela dit, d'un point de vue purement légal, vous devriez déjà être en place. Et puis en septembre 2024, viendra en place la dernière mesure qui concerne la portabilité. On en parlera un petit peu plus aussi tout à l'heure. C'est quoi les conséquences du non-respect ? On en parlait, ça peut être quand même assez salé. Il y a des sanctions principalement pécuniaires qui peuvent être mises en place. Ça peut dépendre du type de manquement et aussi de la taille de l'entreprise. Mais globalement, si on regarde les fourchettes, ça peut aller de 500 à 10 millions de dollars, donc voire de 1000 à 10 millions de dollars. Donc ça peut être extrêmement élevé et l'être encore plus en cas de récidive. Qu'est-ce qui peut être considéré comme une infraction ? Globalement, qu'est-ce qui va être pris en compte ? Il va y avoir le caractère répétitif et la durée du manquement. Puisqu'au début, on va plutôt être dans un cadre pédagogique. L'idée, c'est d'éviter les erreurs répétées ou les récidives. Deuxièmement, il y a le niveau de sensibilité des renseignements qui vont être concernés par le manquement. Troisièmement, le nombre de personnes qui vont être concernées. Quatrièmement, le risque de préjudice sérieux auquel ces personnes sont exposées. Il y a plusieurs niveaux de fuite ou d'incidents qui peuvent arriver, on en parlera tout à l'heure. Et puis, dernier élément, il y a l'aspect de la proactivité et des mesures prises pour remédier au manquement ou pour en atténuer les conséquences. Donc, en fonction de tous ces critères-là, et puis de la taille de votre organisation, le montant ou la nature des sanctions peuvent varier de façon assez significative. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure. La CAI, elle a plusieurs fois réitéré déjà qu'elle entendait adopter une attitude éducative pour commencer. Donc, quand je vous disais de ne pas partir en peur tout de suite, ce que je dis n'engage que moi et n'a aucune valeur juridique, encore une fois, mais normalement, on peut penser que, étant donné l'ampleur du chantier et puis le nombre d'entités et d'organismes concernés, il y aura probablement une forme de tolérance par rapport à ça ou une forme de pédagogie par rapport à ça. On essaie aussi d'y contribuer modestement avec ce type de webinaire. Et les probabilités que vous soyez impacté, surtout si vous êtes une petite organisation, de façon immédiate ou que vous soyez pénalisé de façon immédiate, sont quand même relativement faibles. Deuxième point, si une entreprise est proactive dans sa mise en conformité. Oui, vas-y, Colin.
Bah, je voulais ajouter un point par rapport à ce que tu viens de dire, et je suis aligné avec toi. C'est qu'il y a même aujourd'hui des sites web, des grands sites, des grandes entreprises qui sont pas compliant aujourd'hui. Je donnerai pas de nom. Par contre, je donnerai juste un nom. Par exemple, Revenu Québec, lundi dernier, je n'ai pas regardé ce matin, lundi cette semaine n'était pas compliant par rapport à la collection des cookies, puis c'est un site gouvernemental. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas l'être. C'est pas du tout ce qu'on dit, puis c'est pas du tout où je veux aller en disant ça. Mais c'est juste pour dire qu'il y a des gros joueurs et des infrastructures gouvernementales qui ne sont pas encore compliant aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, deuxième élément, si une entreprise est proactive dans sa mise en conformité, techniquement, il y aura aussi une forme de compréhension par rapport à ça, puisqu'on va le voir, c'est pas si évident, aussi facile à mettre en place. Donc voilà un petit peu pour la mise en bouche sur le contexte général de cette loi et puis les prochaines étapes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer en détail à travers ces étapes, celle de 2022, celle de 2023 et celle de 2024. Donc si on fait le point rapidement, en termes de checklist, ça donne quoi? Et puis là, encore une fois, c'est vraiment les axes majeurs de cette loi. Sur 2022, les 4 éléments majeurs, c'est désigner un responsable de la protection des renseignements personnels, élaborer un registre des incidents de confidentialité. On va parler de ces 2 premiers points tantôt. Il y a des éléments un petit peu plus spécifiques et qui ne sont pas universels, je dirais. Informer la CI si vous récoltez les données biométriques et puis réaliser ce qu'on appelle une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lorsque la loi l'exige. Là aussi, les 2 derniers sont un petit peu plus techniques. On ne rentrera pas dans leurs détails dans les 40 minutes qui nous restent. En 2023, donc depuis le mois dernier, il y a 2 éléments très importants qui sont rentrés en ligne de compte. L'aspect politique de confidentialité et l'aspect gestion du consentement, donc qui touche directement votre site Internet. Et puis en 2023, il y a aussi le paramétrage de la conservation des renseignements personnels, la durée de conservation, les contours de sa destruction, la capacité d'une personne à demander à être éliminée des registres ou que ces données personnelles arrêtent d'être collectées ou soient supprimées. Et en 2024, on aura la mise en place du droit à la portabilité des données pour permettre aux individus de demander la communication et la rectification de leurs renseignements personnels. Donc, quiconque devrait pouvoir réclamer à une entreprise ou à un organisme ce qu'elle possède sur lui, et l'entreprise devrait être capable de lui fournir ces éléments-là dans un délai de 30 jours de mémoire, mais on en parlera en détail tout à l'heure. Donc c'est parti, on va revenir sur les responsabilités majeures en vigueur depuis le 22 septembre, et donc évidemment en place pour vous tous et toutes. Si ce n'est pas le cas, et bien tant mieux, on va quand même en reparler dès maintenant. Donc, comme je vous le disais, sur 2022, les 2 éléments qu'on va couvrir, c'est le responsable de la donnée, la protection des renseignements personnels et le registre des incidents. On n'a pas le temps de couvrir les 2 suivants, mais qui sont quand même plus spécifiques. Pour ces éléments-là, on partagera des ressources à la fin de ce webinaire qui devraient vous aider à vous aiguiller et à voir si vous êtes concerné. Le premier élément, on en parlait, c'est la désignation d'un responsable de la protection des renseignements personnels qui répond au doux acronyme de RPRP. C'est qui cette personne-là? C'est la personne qui finalement fait office de référence au sein de l'organisation sur les thématiques relatives à la protection des renseignements personnels. Si vous ne l'avez pas fait, techniquement, vous n'êtes pas dans l'illégalité. C'est juste que, par défaut, c'est la personne avec le plus haut niveau d'autorité dans l'entreprise, donc généralement le président ou le fondateur, qui va être désigné comme la personne en charge de ce sujet-là. Ça peut être une autre personne en charge de la protection, de la responsabilité de la protection des renseignements personnels. Dans ce cas, il faut que ce soit délégué par écrit quelque part. Dans les faits, qui on recommande de mettre à ce niveau-là? Soit une personne qui a des connaissances dans tout ce qui est TI, parce qu'il y a quand même un aspect technique relativement important, on va en parler. Soit une personne avec des connaissances en droit, puisqu'il y a un aspect légal. Dans le meilleur des mondes, les 2 à la fois, mais ça n'est pas quelque chose qui court les rues. Pascal, il y aura une période de questions à la fin. Tu peux poser les questions dans l'onglet questions. Je vois que tu demandes ça dans le chat. Deuxièmement, il y a la définition du rôle et des responsabilités de cette personne. Donc, cette personne doit définir le rôle et les responsabilités. Donc, elle est en charge de la mise en place des règles de gouvernance sur les renseignements personnels. Elle est en charge de former, de sensibiliser le personnel de l'entreprise à ces sujets. Et elle est aussi en charge de la gestion des plaintes. Donc, c'est pas juste un titre sur un papier. Il y a aussi quelques responsabilités qui viennent avec, et puis quelques éléments à mettre en place au sein de la compagnie. Troisième point, là, c'est plus du point de vue visibilité. Techniquement, vous êtes supposé partager les coordonnées de cette personne sur la partie contact de votre site web. Parce que si quelqu'un veut faire une plainte ou bien demander à être retiré de vos données, elle doit pouvoir vous contacter immédiatement et pas contacter une adresse générique. Si vous n'avez pas de site web, vous pouvez le faire sur vos réseaux sociaux, dans vos infolettres, dans vos locaux, etc., etc. Donc, super important ce premier point. Deuxième point majeur de 2022, il faut élaborer un plan de gestion
des incidents à suivre en cas de bris de confidentialité. Pourquoi? Parce que si vous êtes contrôlé aussi un problème, la commission, elle doit être capable de voir que vous avez bien tenu un registre de tout ce qui se passe. Donc, pour ça, globalement, ça peut prendre la forme d'un tableau Excel ou d'un Google Sheet avec le descriptif de chacun des incidents qui a pu apparaître. Pour ça, on vous a préparé un petit gabarit qui devrait apparaître qui apparaît sur votre écran et sur lequel vous allez bientôt avoir un lien cliquable si vous voulez enregistrer ça pour vos dossiers. Ça vous renverra vers un template utilisable par n'importe qui. Ce registre-là, qu'est-ce qu'il doit contenir? En cas d'incident, globalement, en cas de fuite de données, en cas de problèmes reliés au renseignement personnel, avoir un plan de gestion des incidents à suivre, ça va vous permettre de prendre des actions appropriées d'une part pour réduire les dommages aux individus affectés et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Deuxièmement, vous avez comme obligation d'informer la commission et l'individu affecté s'il y a des dommages sérieux qui peuvent être causés par rapport à ça. Donc concrètement, il y a eu un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va l'enregistrer dans notre petit tableau dont j'ai parlé juste avant. Deuxièmement, on va prendre des actions appropriées pour que ça ne se produise plus et on va informer la commission par rapport à ça. Je vois que Juliette vient de partager le lien. Donc, si vous cliquez dessus, je pense que ça devrait vous permettre d'y avoir accès. Si ça ne refonctionne pas, je vois des gens dans le chat, juste dites-le nous et puis on l'enverra dans le courriel de suivi à la fin de ce webinaire puisque vous recevrez un courriel qui regroupe l'ensemble de ces ressources. Qu'est-ce qu'on considère comme un incident? Vas-y, quoi. Je voulais juste dire que globalement, on vous souhaite à tous que ce template reste vide. Vous voulez pas ajouter des lignes dedans là. On veut qu'il reste vide. C'est ça l'idée. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qui fait que malheureusement vous allez être amené à le remplir? Il y a une petite liste ici non exhaustive, mais ça peut être une communication accidentelle des données personnelles, ça peut être une cyberattaque, ça peut être une erreur humaine, ça peut être du phishing, ça peut être de la perte d'accès. Voilà, il y a plein de cas qui peuvent survenir et qui vont faire en sorte qu'il va falloir vous conformer aux éléments dont on a parlé. Globalement, ça peut être accidentel, ça peut être malveillant, mais il y a pas mal d'éléments qui peuvent vous amener à ça. On vous le souhaite évidemment pas. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a quand même des mesures, des façons de se protéger par rapport à tout ça. Et puis peut-être, Bacola, tu peux nous en parler. Ouais. Il y a plein de choses qui sont faites. Je sais que pour souvent les grosses entreprises mettent des actions un peu plus fortes que les petites PME, malheureusement, mais les PME sont pas plus à l'abri que des grosses entreprises. Mais il y a des choses, par exemple, qui sont intéressantes, c'est de faire des tests. Parfois, il y a l'une des méthodes les plus utilisées par les fraudeurs, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage. Ok, vous envoyez un email qui se fait passer pour votre banque, c'est pas réellement votre banque, ou un email qui se fait passer pour un système Microsoft, c'est pas réellement un système Microsoft. Ça, c'est ce qui fait le plus mal aux entreprises et c'est là où les fuites de données apparaissent le plus. Comment se protéger contre ça là? C'est par exemple faire des tests de temps en temps. Si vous avez des équipes TI ou quoi que ce soit, vous envoyez un email en interne qui est un email d'hameçonnage, mais qui est fait en interne, et vous pouvez voir combien de personnes vont utiliser le mail comme s'ils pensaient que c'était un vrai mail, alors que c'est de l'hameçonnage. Derrière, vous obtenez des stats qui vous permettent de voir, OK, mais il y a 10% de mes employés, 20% de mes employés qui se sont fait avoir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une campagne de sensibilisation là-dessus pour permettre pour sensibiliser sur ce sujet-là. Faut vraiment, c'est juste une méthode parmi tant d'autres là, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Vous avez plein de choses que vous pouvez trouver en ligne. Je vous donne juste un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Mais ça, je pense que c'est un des meilleurs exemples parce que l'hameçonnage, c'est la méthode la plus utilisée par les fraudeurs, hackers, si je puis dire. Tout à fait clair. Et puis je pense effectivement c'est une bonne astuce pour aller vérifier ou se rendre compte qu'une sensibilisation est importante s'il faut parfois convaincre que c'est nécessaire. Quelques autres petits conseils. Connaître en tout temps qui possède quel renseignement personnel à l'interne et à l'externe. Pour ceux qui travaillent, notamment en marketing, vous faites accompagner souvent par vous utilisez plein d'outils, vous avez travaillé avec des consultants, vous avez donné des accès par-ci, par-là. Ça devient de plus en plus crucial de tenir un registre de qui a accès à quoi et de bien maintenir ça à jour. Sinon, vous vous retrouvez par hasard, au bout de 3 ans, à vous rendre compte qu'il y a toujours une personne que vous aviez complètement oubliée qui a encore accès à vos éléments. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est réviser les accès octroyés fréquemment pour vous assurer qu'ils soient bien légitimes. Ça fait aussi le lien avec ce que je viens de mentionner. Troisièmement,
En cas de turnover dans une entreprise, retirez les accès à vos employés ou à vos prestataires dès que les relations se terminent. Prenez ce réflexe-là. Ça évitera bien des déconvenus. Quatrièmement, utilisez un gestionnaire de mots de passe pour faciliter la gestion des octrois et des retraits. Parfois, il y a des outils auxquels on a tous besoin de se connecter avec une seule adresse. Il y a plein de cas particuliers. C'est difficile d'avoir parfois des accès qui ne soient pas partagés. En revanche, pour éviter d'avoir tout le temps à les renouveler ou à avoir des problèmes quand des personnes vont et viennent, il y a des outils comme LastPass qui permettent de centraliser tout ça et puis très facilement de donner ou retirer des accès à une personne sur plusieurs outils de façon transversale. Donc ça c'est vraiment des gros raccourcis et c'est des bonnes choses. Nous, on utilise ça chez Intégral et ça nous sauve pas mal la vie. Cinquième élément, forcer l'utilisation de mots de passe complexes, forcer la double authentification quand c'est possible. En gros, si l'option existe, utilisez-la et puis mettez-le en place. Et dernier élément, délivrer des accès spécifiques à chaque personne en ayant besoin plutôt que de partager les vôtres. Je vous donne un exemple typique que nous, on a dans notre monde d'agence marketing. Tout le monde se connecte à Google Analytics, au Google Analytics des clients avec une seule et même adresse, ou se connecter avec ça jusqu'à un passé très récent. Est-ce que c'est la meilleure pratique? Probablement pas, parce que ça oblige, même si c'est parce que typiquement dès qu'il y a un problème, on va se retrouver à avoir des difficultés à identifier la source de l'incident, ce genre de choses. Donc un exemple parmi tant d'autres, mais dans ce genre de cas, essayez de garder des accès uniques aux individus. Voilà en ce qui concerne 2022 et puis les conseils relatifs à tout ça. Ce qui nous amène à 2023 et les responsabilités en vigueur. La première, Colas, c'est la politique de confidentialité qu'on doit rendre claire, lisible et surtout publique. Exactement. Ça, je pense que même aujourd'hui, même avant l'arrivée de la loi 25, beaucoup des sites web avaient une politique de confidentialité sur leur site, mais elle était rédigée par le développeur web. Ils avaient trouvé ça en ligne sur un template, ils avaient mis à jour le template, ils l'avaient copié-collé sur le site. Je pense que c'est le cas de beaucoup de sites web aujourd'hui. Avec la loi 25, il faut vraiment revoir il faut revoir absolument votre politique de confidentialité. L'idée qu'on vous propose là, c'est des étapes simples. C'est d'abord élaborer votre politique de confidentialité. On vous donne un lien qui peut vous aider à la rédiger. Ici, là, c'est pas final. Faites juste une esquisse de votre politique de confidentialité. Derrière, en deuxième étape, vous allez voir un cabinet comptable, un spécialiste légal qui va vous aider, qui va approuver le document, qui va le relire, qui va sûrement le corriger là, potentiellement, puis qui va vous proposer une version finale. Puis ensuite, vous le publiez sur votre site web. Sur votre site web, il doit être accessible facilement. Là, ça ne doit pas être caché tout en bas à droite, en gris sur du noir. Ça doit vraiment être quelque chose de lisible. Ça doit être accessible facilement pour n'importe qui. Puis comme Clément l'a mentionné plus tôt, dans cette politique de confidentialité, on doit retrouver le nom de la personne qui est responsable chez vous. On doit retrouver toutes ces informations-là. Donc, il faut vraiment que ce soit accessible facilement pour que si une personne ait par exemple envie de supprimer les données que vous avez sur elle, elle trouve facilement l'information, vous contacte et vous supprimez les données. Très important cette étape-là. De toute façon, toutes les étapes sont importantes en soi là, mais très important. Donc, vous avez le lien là, le hack de la fusée pour aller générer une politique de confidentialité type. Exactement. Et puis surtout, ne prenez pas ça pour argent comptant. Faites réviser ça par un expert légal. Oui. Et vous dormirez mieux la nuit. Le deuxième gros chantier, c'est l'aspect de la gestion du consentement. Là, on entre dans le cœur de ce que tu fais à longueur de journée ces derniers temps. Notamment sur les sites internet, comment s'assurer qu'un internaute vous ait dit oui finalement? Ouais. Donc là, la gestion du consentement, vous avez sûrement vu là depuis, c'était peut-être avant, mais là depuis le septembre 2023, vous devez accéder à des sites auxquels vous accédiez avant. Là, vous voyez des bannières qui apparaissent soit en plein milieu, soit en bas. C'est ça dont on parle ici là. Ces bannières-là qui vous demandent est-ce que vous acceptez qu'on vous traque? Est-ce que vous acceptez qu'on vous dépose des cookies? Donc c'est ces bannières-là dont on est en train de parler. Ces bannières-là, on vous la propose comment procéder à l'implémentation. On vous propose en plusieurs étapes. Déjà, il faut choisir une solution technologique. Okay, on vous conseille pas de développer un outil interne qui va gérer cette bannière, qui va montrer la bannière à l'utilisateur, qui va bloquer les cookies, tout ça. Ça, je ne le recommande pas. J'en implémente depuis bien 5-6 ans là en Europe, tout ça. Passer par des outils. Des outils, vous en avez plusieurs, on va vous en parler d'un, mais ces outils-là, qui s'appellent aussi des CMP, on aime bien les acronymes en marketing, là, Consent Management Platform, il y en a plein sur le marché. Donc l'étape, c'est de choisir une solution qui respecte la loi 25, qui facilite l'intégration, tout ça. Ensuite, la configuration.
Il y a une étape de configuration de l'outil. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, il faut configurer l'outil basé sur les outils marketing et analytics que vous utilisez. Vous utilisez un Facebook pour du remarketing, vous utilisez du LinkedIn pour du remarketing, tout ça, il faut l'adapter, il faut préparer votre outil. Ensuite, l'intégration à votre site web. Il faut l'intégrer à votre site web. La plupart du temps, ça se présente sous sa forme d'un script que vous pouvez donner à votre développeur, vous le mettez sur votre site web, puis that's it, la bannière devrait apparaître, tout devrait potentiellement bien fonctionner. Il y a aussi des intégrations avec les plus grands CMS de ce nom, Shopify, WordPress, des choses comme ça. On en parlera après. Et ensuite, tester. Il faut tester, c'est super important. Là, je fais un point d'honneur là-dessus. J'ai des clients avec qui j'ai travaillé. Ils me disent qu'ils ont l'outil d'installer. Je vais sur leur site, je regarde mes cookies sur mon navigateur. C'est assez technique pour voir de voir les cookies qui sont déposés sur votre navigateur. Mais si vous savez le faire, faites-le. J'arrive sur le site du client, je regarde mes cookies, je vois des cookies analytics, remarketing qui sont déposés alors que j'ai même pas donné mon consentement, j'ai même pas encore répondu à la bannière. Ça, c'est pas compliant à la loi 25. Faites des tests. Si vous n'avez pas les compétences en interne, passez en externe pour vous aider là-dessus. Mais faites des tests. C'est primordial. Et ça va aussi dans l'autre sens. Si vous implémentez votre outil de consentement et il bloque tout, même quand les gens acceptent, vous traquerez plus rien. Ça veut dire plus de données analytics, plus de remarketing, plus rien, alors que les gens ont accepté. Donc, les tests, toujours tester, c'est super important. Tout à fait, Cola. Et puis tu parlais du fait qu'il y avait plein d'outils sur le marché qui se spécialisaient là-dedans. C'est apparu, évidemment, avec l'opportunité que ça représente. Beaucoup de compagnies se sont lancées là-dedans. On va vous parler d'une aujourd'hui qui s'appelle Acceptio. C'est celle avec laquelle on travaille au sein du groupe Intégral. Pourquoi ? Parce que globalement, c'est une des solutions les plus robustes du marché. Il y en a, comme on disait, il y en a plein d'autres. Elle est conforme à la loi 25 et aussi au RGPD. Elle a un UX qui est quand même extrêmement facile à mettre en place. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques absolument incroyables pour le mettre en ligne. Et un minimum de background, je dirais, notamment tout ce qui est Google Tag Manager suffit la plupart du temps à y parvenir. Il y a des tutos qui sont très bien faits, etc. Et surtout, ça s'intègre avec la majorité des CMS, que ce soit Shopify, HubSpot, Wix, etc., etc. Donc voilà. L'autre point, c'est qu'Acceptio, ça permet le consentement lié aux cookies, les autres consentements marketing, formulaire, prospect, etc. et le consentement contractuel. Ça sonne très promotionnel, mais on aurait pu mettre le logo d'un autre prestataire à ce niveau-là. Et la plupart aujourd'hui des outils couvrent tout ça. Ils se valent. Ce qui va sonner à peu près tous. Vas-y, ouais. Bon, ils se valent à peu près tous. Les pricing sont similaires. Tout à fait. Ce qui va sonner beaucoup plus promotionnel, par contre, c'est ce que je vais vous mentionner maintenant. Nous, donc, comme on le disait dans le groupe Intégral, on est un écosystème d'entreprise qui travaille avec sur tous les aspects du numérique. Donc, évidemment, la loi 25, ça nous concerne et ça concerne nos clients. On a un service et une équipe qui est dédiée à l'installation de cette fameuse solution qui s'appelle Acceptio. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez soit pas le temps, soit pas l'envie de vous jeter à corps perdu dans ce sujet-là sur l'aspect technique, donc la mise en place de la gestion du consentement sur un site internet, on peut le faire pour vous avec la solution Acceptio. Donc nous, on s'occupe de tout ce qui est paramétrage, installation, etc., etc. Et puis ensuite, c'est un système finalement mensuel pour utiliser ces solutions. La plupart des solutions fonctionnent d'ailleurs de cette manière-là, avec un montant récurrent. Il y a aussi, je pense, des solutions gratuites, mais évidemment, on s'achète un peu plus de garantie avec une solution payante. Par rapport à ça, l'autre bonne nouvelle, et puis ensuite j'en finis sur l'aspect promotionnel, si vous passez directement par nous, vous avez un rabais de 25% sur l'abonnement à Acceptio. Et puis si jamais parmi vous, il y en a qui sont intéressés, vous avez le nom d'Eva en haut à droite qui s'occupe du sujet au sein de Digitad, qui est une entreprise du groupe Intégral. Donc vous pouvez la contacter directement et je pense que son courriel va apparaître sur votre écran. Au niveau de la conservation des renseignements personnels, là aussi, il y a des paramètres à mettre en place. Cola, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, en gros, lorsque vous arrivez à la finalité de la collecte, donc en gros, les délais sont passés, tout ça, il y a des techniques que vous pouvez utiliser d'anonymisation. Donc, on vous en présente quelques-unes. La suppression des informations directement identifiant, donc prénom, nom, courriel, des choses comme ça. Pseudonymisation. Donc, en gros, là, vous allez utiliser des codes. Au lieu d'utiliser par exemple, au lieu d'utiliser Cola de Renzo, vous allez utiliser client 13, là, je ne sais plus le numéro qu'on avait au début de la présentation. Le masquage, donc vous allez garder en fait des informations sur le client,
ou les clients, mais vous allez masquer les portions qui permettent d'identifier le client. Prénom, nom, adresse courriel, des choses comme ça. Mais par contre, vous allez peut-être garder, par exemple, l'âge, le sexe de la personne, des choses comme ça. Puis l'agrégation. L'agrégation, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en analytics. C'est qu'en fait, au lieu de regarder, d'avoir de l'information personne par personne, on va tout agréger sur un ensemble de données. Donc, on va regarder, par exemple, combien de personnes avaient entre tel âge, combien de personnes entre tel âge, combien de personnes entre tel âge. Ce résultat, donc ce nombre de personnes de tel âge, nombre de personnes de tel âge, tout ça, je peux le stocker indéfiniment. C'est de la donnée agrégée qui me permet aucunement de faire l'identification ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Puis on vous donne juste des exemples d'entreprises pour vous aider à obtenir, à mettre des choses. C'est quand même assez, il y a des aspects techniques là-dessus qu'il faut pas oublier. Donc on vous donne des exemples d'entreprises qui peuvent aider là-dessus, Oracle, des choses comme ça. Mais sur des petites PME, des choses comme ça, parfois, les systèmes que vous utilisez, que ce soit CRM ou autre, ont des fonctionnalités qui peuvent être activées, dépendamment du CRM. Donc, vous renseignez aussi auprès des outils que vous utilisez. Merci beaucoup, Colas. Et voilà qui fait le tour pour 2023. On reviendra ensuite un peu sur l'aspect notamment des bannières de consentement, les bonnes pratiques, etc. un petit peu plus tard dans cette présentation. On va finir notre chronologie. On arrive en 2024, donc dans un petit peu moins d'un an, l'élément majeur qui va arriver, c'est de garantir le droit à la portabilité des données. Concrètement, c'est quoi le droit à la portabilité? C'est on doit laisser l'option aux consommateurs de demander une copie numérique de leurs données personnelles. Donc, en tant qu'entreprise ou en tant qu'organisation, on doit être en mesure de fournir ces données dans un format qui se veut lisible et compréhensible si on écoute la loi. Donc, c'est quoi les renseignements personnels qui sont concernés? C'est tout renseignement personnel qui est informatisé. Donc là, on ne prend pas en compte les jeux concours sur papier que vous avez fait au dernier salon que vous êtes allé, ou bien les données créées à partir des renseignements personnels d'un individu, donc qui en découlent immédiatement. La procédure pour faire les demandes, il faut être capable de transférer ces infos-là dans les 30 jours qui suivent la demande de réception. Et puis en cas de refus, il faut expliquer pourquoi on l'a fait et puis expliquer qu'est-ce qui justifie de le refuser. Petit cas particulier, ça peut la loi offre aussi la possibilité aux parents de quelqu'un qui est décédé ou aux proches de quelqu'un qui est décédé de demander des accès aux données personnelles. Et puis enfin, je parlais de possibilités de refus tout à l'heure. C'est quoi les possibilités de refus qui sont prévues par la loi? C'est des coûts trop importants pour donner suite à une demande, une complexité trop importante qui nécessite le transfert et des demandes ou bien des demandes qui sont manifestement abusives. Donc là, encore une fois, ça fait appel au bon sens et je ne me risquerai pas à déterminer où se trace la ligne de façon exacte à ce niveau-là. Je serai vous, je ferai en sorte d'être capable de transférer ces infos-là, puisque la majorité du temps, ça devrait être relativement facile. Tout à fait, Clara, pour ta question. Contacter Digitat, c'est pour bénéficier des services d'Acceptio et surtout pour que Digitat s'occupe de la mise en place de l'ensemble du processus sur votre site internet. Donc nous, on s'occupe de la mise en place et de l'intégration complète du service Acceptio. Ce qui nous amène au point numéro 3, qui sont les cas d'études et les impacts. On va parler de marketing. Petit point aussi, je le disais en introduction, ça ne concerne pas juste ce qui va se passer sur votre site internet. Par exemple, quand on travaille en ressources humaines, la gestion des renseignements personnels dans un processus d'embauche, c'est quelque chose qui peut être soumis à la loi 25. Donc maintenant, il y a des petites habitudes à prendre, justifier la nécessité de chaque renseignement personnel collecté pour le recrutement du poste à promouvoir. Donc, si vous n'avez pas besoin d'une info, juste ne la demandez plus en fait. Collectez les informations directement auprès du candidat ou obtenez son consentement pour les recueillir auprès de tiers, deuxièmement. Ça vaut notamment pour les références. Et puis, dernier élément, assurer la protection et la destruction des renseignements recueillis une fois le recrutement terminé. Donc, c'est la même chose. Il y a sur la durée de conservation de ce type de renseignement, la loi est relativement floue, c'est pas le mot, mais ouverte. Ce que ça dit, c'est que ça dit pas il faut détruire tout au bout de 24 mois. Ça dit il faut au bout d'un certain temps détruire les informations ou cesser de les détruire justement, mais il doit y avoir un cadre qui est fixé autour de ça par l'entreprise, dépendamment de ses besoins. C'est globalement ça qui est dit aujourd'hui dans le texte de loi. Donc ensuite, à vous de décider ce qui est raisonnable et ce qui vous protège en cas de contrôle. Mais globalement, il n'y a pas de règles extrêmement précises par rapport à ça. C'est quoi les renseignements sensibles en pré-embauche sur lesquels vous devriez être vigilant? Le numéro d'assurance sociale, avant l'embauche, c'est pas nécessaire d'aller le chercher. Les dossiers de crédit, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Pareil pour les renseignements médicaux.
les antécédents judiciaires, uniquement s'il y a une exigence qui est liée au poste. Et puis au niveau des références, même chose, c'est important désormais d'avoir un consentement écrit du candidat afin de pouvoir appeler des références. Ça, c'est ce qui concerne les RH. Ce qui concerne le tracking publicitaire, là, il y a des impacts aussi qui sont très, très importants, puisque ça va avoir un impact potentiellement gigantesque sur votre façon de collecter les données et donc sur la façon dont on fait du marketing depuis des années. C'est ça. Donc ça, faut se préparer à ça. En Europe, l'avantage, c'est qu'on a pas mal de recul sur des pays qui ont déjà implémenté ces lois-là, donc Californie, enfin des États ou pays, Californie, Europe, des choses comme ça. Donc vous voulez vous présenter quelques stats. Elles datent de 2021. C'est toujours dur de trouver des stats récentes, mais c'est toujours valable. En gros, vous avez donc par quelques pays, alors pas que européens, mais quelques pays, on a demandé aux gens s'ils étaient, si on les traquait en gros, s'ils étaient plutôt, s'ils n'étaient pas d'accord, si ils n'avaient pas trop d'idées, ou s'ils étaient très d'accord ou plutôt d'accord. Ce qu'on va regarder, je vais juste prendre les chiffres rapidement pour vous résumer ça, là, vous pourrez le voir lors de la rediffusion, mais l'idée, c'est que en UK, par exemple, 61% des personnes dites être prêtes à être traquées. Okay, si on prend cette stat, on se dit, OK, au Québec, disons qu'on a les mêmes résultats. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que si vous avez mis un outil de consentement, tout ça, vous allez avoir 60% environ de vos utilisateurs qui vont accepter d'être suivis. Okay, le 40%, vous n'allez plus le suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, si on passe à la slide suivante, c'est que vous allez avoir un impact sur vos différents outils. Okay, le reciblage, par exemple. Sur le reciblage, sur la visibilité sur le trafic et sur la mesure des performances. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple, 60% de vos utilisateurs ont accepté, 40% n'ont pas donné d'avis ou ont refusé. Sur le reciblage, si vous recibliez par exemple 1000 personnes par mois, vous allez avoir reciblé que 600 à partir de maintenant. Vous allez avoir 400 personnes que vous serez plus capable de recibler. La visibilité sur le trafic. Vous aviez par exemple des gens qui complétaient les formulaires, qui visitaient votre site. Pareil, vous allez perdre 40% de ce volume-là. Et sur la mesure des performances, vous aviez des ventes en ligne, vous êtes un site e-commerce, vous avez des ventes en ligne, des choses comme ça. Vous allez perdre potentiellement 40% de visibilité sur les ventes en ligne. Alors, vous allez le perdre dans vos outils analytics, vous allez le perdre dans vos outils marketing. Okay, par contre, dans votre site web, par exemple, dans votre Shopify, c'est un Shopify où vous vendez, vous verrez 100% de vos ventes, toujours. C'est juste d'un point de vue tracking analytics, tracking advertising. Donc, il faut bien se préparer à cet impact-là. Il y a des grosses business chez qui on a implémenté justement des outils de consentement. On a préparé des présentations pour préparer les équipes marketing, direction, tout ça. Alors dire, guys, nos analyses vont différer après l'implémentation de ces outils-là. On va avoir des baisses de volume. Par contre, ce qui peut être intéressant, et ça, je vous donne un petit tips, c'est regarder vos taux au lieu de regarder vos volumes. Si vous perdez en nombre de visites, vos taux ne devraient pas être trop impactés parce que vos taux, si vous perdez en visite, vous perdez en vente également, à la même échelle approximativement. Donc, vos taux de conversion devraient rester stables. Et bref, c'est un peu ça. Donc, préparez-vous à cet impact une fois que vous implémentez un outil de consentement. Tout à fait. Sinon, en gros, pensez que ça n'aura aucun impact, c'est un leurre. Préparez-vous psychologiquement à voir des statistiques en baisse sur, par exemple, vos campagnes de marketing, etc. La bonne nouvelle, c'est que ce sera juste vos statistiques sur vos plateformes, mais en théorie, ça n'aura pas un impact immédiat sur vos ventes de façon générale. C'est juste que vous serez aveugle sur une partie des données sur votre site internet. Comment on agit par rapport à ça? Et puis cette slide-là, elle est extrêmement. Déjà, c'est passionnant parce que c'est un peu un mini aperçu du marketing de demain. On s'entend que c'est un webinaire sur la loi 25, mais ça nous paraissait important de déjà nous donner un petit peu la vision qu'on a par rapport à ça. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous adapter finalement. Le premier, c'est le marketing qu'on va appeler centré sur la confidentialité. Ouais, ben là, ce point-là, c'est juste. Ouais, je veux juste faire le point rapidement. C'est votre bannière, on va vous montrer des exemples là. Votre bannière de consentement pour qui propose aux gens d'accepter les cookies, elle doit être claire, elle doit avoir des arguments précis. On vous montrera des exemples et ça doit pas être un texte bateau là, ça doit pas être un paragraphe avec une même police qui est rédigé juste par un avocat. Là, ça doit être marketé un peu votre texte et tout. Ça doit vraiment pousser l'utilisateur à expliquer pourquoi c'est intéressant pour lui d'accepter la bannière, parce qu'il va recevoir des promotions, parce qu'il va recevoir de l'information sur les produits, des choses comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est Customer Centric Marketing, le marketing centré sur les clients.
Vous pouvez faire des études de marché sur vos clients actuels. Vous pouvez analyser ce que vous avez déjà, puis vous utilisez aussi les bassins d'audience que vous avez déjà, si vous avez le droit. C'est-à-dire que si vous avez des listes de clients et les clients, vous avez le droit d'utiliser ces listes de clients pour faire du remarketing, des analyses d'audience, allez-y, allez de l'avant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le marketing centré sur la valeur, le contenu que vous proposez. Les clients sont prêts à donner leur email, prêts à donner leur information si vous leur offrez quelque chose en échange. Les gens qui offrent des livres blancs, l'accès à des webinaires, des documents, des choses comme ça, en échange d'un courriel, c'est une transaction honnête. Si vous dites, OK, je veux avoir ton information personnelle, en même temps, je te donne un document qui va te permettre d'apprendre des éléments comme ça, et je vais utiliser potentiellement, il faut leur dire, je vais utiliser potentiellement cette information pour faire du marketing. C'est une très bonne approche. Ensuite, le Brand Leaf Study, pour ceux qui ont entendu parler de ça, le post-test publicitaire. YouTube, vous avez peut-être déjà vu sur YouTube une pub qui vous dit est-ce que vous vous souvenez avoir vu la publicité d'une de ces marques qui vous propose plusieurs marques, vous devez répondre. C'est pour des Brand Leaf Study qu'on appelle ça. C'est pour étudier, en fait, après que vous avez été exposé à une annonce, est-ce que vous vous souvenez de la marque en question qui vous a montré l'annonce publicitaire? Puis pour finir, le MMM, la modélisation du mix marketing, le mix marketing modeling, le modeling mix marketing, bref, ça a plusieurs noms, mais on appelle ça toujours le MMM. Ça, c'est je vais le simplifier, c'est un espèce de modèle qui va faire de la corrélation entre vos initiatives marketing et vos résultats business, donc vos ventes par exemple. Donc, ils vont comparer ce que vous avez fait en marketing avec ce que vous avez fait en vente pour voir s'il y a une corrélation. Il va peut-être vous dire, écoutez, quand vous faites du YouTube, on voit qu'il y a un impact sur vos ventes. Il y a un délai de 7 jours pour que ça arrive, mais il y a un impact sur vos ventes. Ce modèle-là, assez complexe là, et c'est un gros algorithme à mettre en place, mais ça, c'est des modèles qui, je pense, Google ou d'autres grands joueurs comme ça apporteront dans un futur proche. Tout à fait. Merci beaucoup, Colas. Et puis, c'est ça. En quelques, pour résumer tout ça, l'idée, et c'est pas, je le vois plutôt comme quelque chose de positif, honnêtement, du point de vue général. On a pris l'habitude en marketing numérique parce qu'on avait des capacités de mesure extrêmement puissantes de presque se focaliser uniquement sur les chiffres et d'oublier qu'on faisait du marketing à certains moments pour aller chercher le fruit le plus mûr, aller chercher, s'intéresser à quelle annonce ou quel mot-clé a fait quelle conversion, etc. Ce qu'on va voir, ça avait évidemment de la valeur, mais parfois on est devenu presque aveuglé par le chiffre au point d'oublier qu'on faisait de la communication et qu'on faisait la promotion d'entreprises, de marques ou d'organisations. La bonne nouvelle, entre guillemets, avec ça, c'est que vu que la fiabilité de la donnée pure à laquelle on va avoir accès va être réduite, ça va nous obliger à réutiliser notre cerveau, à être créatif et à retourner à des choses un petit peu plus centrales, à savoir, OK, qu'est-ce qui va intéresser les gens plutôt que qu'est-ce qui va faire en sorte que mes statistiques soient bonnes pour que je les montre à mon chef à la réunion la semaine suivante. Donc, il y a quand même, je pense que c'est vraiment intéressant de le voir de cette façon-là plutôt que de le voir comme une contrainte. Et ça devrait bénéficier de façon générale à notre industrie. Quelques exemples pour la bannière que vous allez mettre ou que vous avez déjà mis sur votre site internet. Il y a plusieurs façons de faire mettre des bannières. On voulait attirer votre attention sur les deux grandes familles qui existent. Une qu'on recommande pas nécessairement et une autre qui nous paraît plus correspondre aux bonnes pratiques. Il y a juste, donc il y a une bannière, comme vous voyez ici, cette bannière, vous pouvez l'ignorer. C'est-à-dire que vous pouvez continuer la navigation, puis vous pouvez ignorer cette bannière, vous ne pouvez jamais répondre. Ce qu'il faut comprendre avec cette bannière, c'est que de base, quand un nouveau visiteur arrive sur votre site, de base, tous les cookies doivent être bloqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette bannière est ignorée par ce nouveau visiteur, vous ne collectez rien sur cet utilisateur. Vous ne déposez pas de cookies, vous ne faites rien, parce qu'il n'a pas donné son consentement. La loi, elle veut un consentement explicite. Elle ne veut pas un consentement implicite ou elle veut un consentement explicite. Donc là, la personne risque d'ignorer la bannière. Si on va sur l'exemple suivant, vous allez voir une bannière qui est là, obligatoire. Vous voyez, sur le panier bleu, vous êtes obligé de donner une réponse. Vous avez l'option de refuser. Si vous allez dans le personnalisé, vous aurez l'option de refuser. Mais par contre, vous devez donner votre réponse. L'avantage ici, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui auraient pu ignorer la bannière, mais qui étaient prêtes à dire oui, elles vont dire oui, parce qu'elles n'ont pas le choix d'ignorer la bannière. Par contre, l'inconvénient qu'on a,
c'est qu'il y a certains visiteurs qui peuvent être frustrés. J'ai pas de chiffre pour backer ça pour l'instant, mais c'est un sentiment que j'ai sur le Québec parce que c'est nouveau. Ça veut dire qu'un utilisateur va arriver sur le site, il va voir un pop-up qui l'oblige à faire une action avant de pouvoir visiter le site. Il peut y avoir des frustrations, potentiellement. En Europe, c'est plus le cas aujourd'hui parce que toute la population est habituée à ça. C'est devenu quelque chose de commun. Au Québec, c'est tout nouveau. Donc, je pense que faut faire des A/B testing entre les deux bannières, voir ce qui performe le mieux. Mais globalement, vous devriez avoir un taux d'acceptation plus élevé avec une bannière comme ça qu'avec la précédente. C'est ça le message qu'on veut passer. Tout à fait. En gros, naturellement, si l'humain peut ignorer, il va ignorer et puis il va juste passer à autre chose. L'avantage, entre guillemets, du pop-up, c'est qu'il permet, enfin, il donne pas l'opportunité de juste pas répondre. Deux derniers petits éléments et puis ensuite on va passer aux questions parce que je vois que le temps file. On a voulu le traiter parce que je l'ai lu pas mal sur des forums, dans des groupes Facebook, etc. La légende urbaine comme quoi le tracking server-side, qui est un mot un peu technique qui pourrait expliquer finalement un procédé qui consiste à éviter, à s'affranchir des navigateurs pour aller récolter des données sur un site web en envoyant directement les données sur un serveur, qui a tout un tas de bénéfices par ailleurs, on va en parler très très rapidement. J'ai lu ça et là que c'était une façon de contourner la loi et donc de continuer à collecter des données, que le consentement ait eu lieu ou non. Non, c'est faux. Le tracking server-side, ça sert à plein d'autres choses, mais ça ne sert pas à contourner la loi 25. Techniquement, vous pourriez le faire avec ça, mais ce serait pas légal. Donc on veut vraiment attirer l'attention là-dessus et tendre le cou à cette légende urbaine. Ouais, c'est ça. Mais sur les avantages, je vais pas rentrer dans le technique là, mais sur les avantages rapidement, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse là, je vous portez attention là-dessus. Il y a des limitations à ça, mais il y a quand même des avantages intéressants. Mais gardez le point à l'esprit de Clément que Clément vient de mentionner. Ça permet pas de contourner la loi là. Vous avez des responsabilités, vous avez des lois à respecter. Ça s'applique même sur un contexte de server-side tagging. Exact. Donc si un prestataire ou quelqu'un vous propose ça pour éviter de tomber, d'avoir des baisses de mesures, ne le faites pas. Dernier élément, pour le traitement des plaintes relatives à la protection des données, juste sur le processus à suivre. Donc la personne, donc notre fameux RPRP, reçoit une plainte ou une demande de désindexation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer la plainte dans un système de suivi des plaintes. Donc, notre ami, le RPRP, responsable de la protection des renseignements personnels, doit avoir un petit fichier dans lequel il enregistre toutes les demandes. Il va examiner tout ça et voir si ça relève de la loi 25. Si c'est le cas, il doit prendre des mesures avec son organisation pour résoudre la plainte, communiquer avec la personne pour l'informer des résultats de l'investigation et des mesures prises pour la résoudre, et puis effectuer un suivi. Donc là, il peut y avoir plusieurs cas. Ça peut être simplement une demande de suppression des infos personnelles. Parfois, ça peut être une plainte un petit peu plus complexe avec des éléments relatifs à une fuite de données ou à n'importe quel type d'incident qu'on a mentionné un petit peu plus tôt dans cette présentation. Dans ce cas, ça va prendre le suivi rigoureux de ce processus et surtout, l'aspect communication est important. On ne peut pas juste laisser cette plainte dans la nature. Vous vous exposez à avoir plus de problèmes par après. Donc, on vous invite vraiment à les traiter avec diligence. Donc voilà qui conclut un petit peu cette présentation. On va bientôt pouvoir passer aux questions. Pour conclure, c'est quoi les 3 points à retenir? Il faut sensibiliser vos équipes, c'est super important. C'est encore quelque chose qui est flou dans pas mal d'esprits de la loi 25. Donc soyez-en bien conscients, formez tout le monde à ce sujet-là et aussi sur les conséquences que ça peut avoir. C'est important aussi d'identifier les rôles et les responsabilités de tout le monde dans le cycle de vie des données personnelles. Oui, il y a une personne qui va être nommée, mais ça n'exempte pas pour autant les autres membres de l'entreprise de bien se conformer à tout ça. Je pense aux personnes du marketing, des RH, etc., etc. Et puis bien détailler les politiques et les pratiques de l'entreprise en matière de protection des renseignements personnels et faire en sorte que ce soit compris, appliqué évidemment, mais aussi suivi, notamment dès lors qu'il y a des échanges à avoir avec des personnes qui sont mécontentes. Je vous parlais tout à l'heure des ressources si vous voulez aller plus loin. Il y en a plein sur le blog de Digital, sur le blog de la fusée, sur le blog de combustible et de toutes les boîtes du groupe. Il y aura aussi, de façon plus officielle et peut-être parfois un petit peu plus aride dans la lecture, les outils de la CAI, où il y a quand même beaucoup d'informations pour votre lecture du soir, pour vous endormir sereinement avec toutes ces informations-là. Dernier élément avant de passer aux questions, si vous avez aimé ce webinaire, vous pouvez
comme toujours, nous laisser un avis sur notre Google My Business. C'est une forme de remerciement très apprécié pour nous, puisque ça nous aide beaucoup dans notre réputation en ligne, dans notre SEO. Et puis, c'est un petit coup de pouce que vous pouvez nous donner par rapport à tout ce contenu qu'on essaie de vous rendre le plus accessible possible. Donc, vous pouvez juste scanner le petit code ici ou bien cliquer sur le lien qui vient de vous être envoyé. Dernier petit élément. On lance une formation chez La Fusée, c'est notre métier de faire des formations sur les sujets reliés au numérique. Donc évidemment, on n'allait pas ne pas faire de formation sur la loi 25. La première édition aura lieu le 1er novembre. Évidemment, on a resserré les dates sur les mois qui viennent puisque c'est le moment où c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette formation que dans ce webinaire, me direz-vous? D'une part, vous serez que 10 maximum. D'autre part, donc ça vous permet d'être beaucoup plus en échange. D'autre part, il y a un aspect d'échange beaucoup plus important avec le formateur, dépendamment de s'il y a des cas particuliers ou des sujets à traiter. Troisièmement, on va aller beaucoup plus loin sur chacun des éléments qui ont été mentionnés. Quatrièmement, ça vous donnera accès à un Notion, pour ceux qui sont familiers de Notion, qui est une espèce de plateforme boîte à outils générale sur laquelle on a agrégé toutes les ressources, les éléments, la marche à suivre, les gabarits pour cette loi 25. Et donc, ce sera un petit peu votre boîte à outils générale qui devrait vous aider dans l'implémentation de tout ça. Donc, si on récapitule, pour comment nous, humblement, on peut vous accompagner, soit vous voulez vraiment vous affranchir de ça et puis avoir une installation clé en main sur l'aspect gestion du consentement, on peut s'en occuper avec Digitad et la solution Acceptio. Si vous voulez le faire vous-même, mais que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin pour être sûr d'être sur les bons rails, il y a la formation Loi 25 qui va durer 3 heures et qui va vous donner encore plus d'outils que ce qu'on vient de vous donner avec Cola. Et puis, n'oubliez pas qu'on a plein d'autres types de formations que je laisse à mon écran pendant que je vais basculer sur les questions. Je vais les trier tout de suite par nombre de votes. Et la question qui a eu le plus de succès, c'est celle de Kim, que je vais mettre à l'écran tout de suite. Donc Kim, tu nous demandes, notre site web est informatif, nous avons un lien pour postuler à d'autres pour nous joindre. Un lien pour postuler et d'autres pour nous joindre, devons-nous demander le consentement? Est-ce que Cola, c'est une question à laquelle tu penses être en mesure de répondre? Oui, tout à fait. En fait, c'est pas l'histoire que le site web soit informatif ou pas. La règle est relativement simple. Si vous mettez des outils d'analytics ou de marketing, des pixels de marketing, des pixels analytics, Google Analytics, Facebook Pixel, des choses comme ça, sur votre site web, vous devez demander le consentement avant de les activer. Peu importe que votre site soit informationnel, e-commerce, ça change rien. Si vous voulez traquer vos utilisateurs, vous devez demander le consentement. C'est globalement la règle qu'il faut retenir. Je pense que ça répond à la question. Clément, t'en penses quoi? J'imagine que oui. Si c'est pas le cas, Kim, n'hésite pas à nous revenir par rapport à ça. La question suivante, c'est celle de Mylène. Faut-il obligatoirement que la politique de confidentialité apparaisse en pop-up sur notre site ou pas? On l'a mentionné, pas en pop. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais comment je la comprends, c'est pas nécessairement en pop-up. Ça peut être un bandeau en bas, ça peut être un bandeau en haut, ça peut être un bandeau à gauche, ça peut être un bandeau à droite. Bref, ça peut être la manière dont vous voulez. Ce qu'on a mentionné par contre, c'est que théoriquement, vous aurez un taux d'acceptation. En tout cas, en Europe, c'est ce qui se passe, un taux d'acceptation meilleur si vous faites en sorte que votre bannière ne puisse pas être ignorée. Ok. Donc ça, c'est important. Ouais, je rajouterais juste parce qu'il y a l'aspect gestion du consentement qui est oui ou non, est-ce qu'on peut collecter vos infos. La politique de confidentialité, elle doit absolument être sur votre site internet, la politique de confidentialité complète et claire dont on a parlé tout à l'heure, mais elle n'a pas nécessairement besoin d'être dans le pop-up de gestion du consentement. Ça peut être un lien dans votre footer ou peu importe. Ok, j'avais mal catché la question. Elle doit être quand même dans le pop-up. Hein. Elle doit quand même être dans le pop-up. Il faut quand même voir, par exemple, il faut quand même qu'elle soit dans le pop-up, mais une fois que le pop-up a été répondu, elle peut rester dans le footer de votre site web, elle peut rester tout ça. Excusez-moi, j'avais mal lu la question. Oui, elle doit être par exemple, allez voir le site de la Banque nationale, je pense. Allez voir le site en navigation privée, vous verrez d'autres sites comme ça. Vous verrez, vous devez mettre à disposition parce que vous devez mettre au courant. Qu'est-ce que ça va impliquer? Si les gens ils acceptent, qu'est-ce que ça va impliquer pour eux? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce data-là? Et votre politique de confidentialité, elle explique ce que vous allez faire en détail avec ce data-là. Donc, elle doit être disponible, si possible, dans le pop-up. Mais une fois que le pop-up a été répondu, juste dans le footer, ça suffit. Merci, Cola. J'espère que ça répond à la question. J'espère aussi. Alors, là, j'en ai une nouvelle. Est-ce que je peux pas la lancer? C'est celle d'Alexandra. Si nous récupérons des informations personnelles par un formulaire papier rempli par la personne concernée, est-ce qu'il faut conserver ce papier? C'est une bonne question à laquelle, honnêtement, je n'ai pas les compétences juridiques pour répondre. Je ne sais pas si Cola, tu l'as. Si ce n'est pas le cas, j'ai pas envie de dire. Alexandra. Ouais. Je sais qu'on l'a vu, le papier
n'est pas comptabilisé pour la partie de la portabilité des données. Par contre, est-ce que ça rentre dans le cas de la 25? Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je préfère pas répondre. Je vais prendre la question de Claudia. Devons-nous demander le consentement sur les médias sociaux, Facebook Pixel, ou le fait de demander sur notre site internet est assez? Alors, je suis pas sûr du sens de la question, mais on va essayer de la décomposer. Donc, devons-nous demander le consentement sur les médias sociaux? Donc, si on parle, par exemple, donc vraiment du Facebook Pixel qui est implémenté sur votre site, je l'ai mentionné, vous devez demander le consentement pour l'activer sur votre site. Vous n'avez pas le choix. Par contre, si on parle des gens qui visitent les médias sociaux, c'est la responsabilité de Facebook. Par exemple, si la personne est sur Facebook, mais sur votre page à vous, c'est la responsabilité de Facebook de faire en sorte de respecter la loi quand la personne est sur Facebook et visite votre page à vous. Mais si la personne se rend sur votre site, encore une fois, et qu'il y a le pixel Facebook, c'est votre responsabilité de respecter la loi, donc de l'activer ou pas, basé sur le consentement donné par l'utilisateur. Et ensuite, la deuxième partie, c'était quoi? Et je ne me souviens plus de la deuxième partie. Ou le fait de demander sur le site web est assez. Ben, j'ai un peu répondu, je pense, à la deuxième partie. Je pense que oui. Je vais en prendre une dernière qui me paraît intéressante parce que je sais qu'il y a eu le débat a été très très présent en Europe ces derniers temps. Est-ce que Google Analytics est conforme à la loi 25? Alors, c'est à vous de rendre son activation conforme ou non. C'est-à-dire que si vous mettez Google Analytics directement sur votre site et que vous l'activez sans donner le consentement, là, c'est vous qui est déjà illégal parce que vous l'activez alors que le consentement n'a pas été donné. Maintenant, si vous respectez ça et que l'outil collecte de la donnée, est-ce que ça collecte, ce qu'il en fait, tout ça est légal? La réponse est oui. Pour l'instant, même en Europe, ça ne l'était pas pendant un moment, ça y est, c'est revenu en arrière, c'est accepté. GA4, Google Analytics 4, est légal en Europe. Donc c'est ça. Donc la réponse est oui, mais c'est l'utilisation que vous en faites derrière. Vous pouvez le rendre illégal. C'est ça que je veux bien souligner là. C'est que c'est pas parce que Google Analytics peut respecter la loi 25 qu'il l'est naturellement. C'est à vous de faire en sorte, dans son implémentation et dans ce que vous collectez, de le rendre compliant avec la loi 25. Tout à fait. Merci beaucoup, Colas. Eh bien, je vois que le temps file, donc on va avancer sur l'élément suivant. Merci beaucoup pour vos questions. J'espère que ça vous a bien aidé par rapport à ça. Je me rends compte qu'on n'a pas encore mis, Juliette, le site web de Colas, le lien vers le site web de Colas, donc il faudra qu'on le fasse. Juste, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Colas. C'est quand même. N'hésitez pas, Colas, à aller consulter le site web de Colas si vous le souhaitez avoir plus d'informations par rapport à ces services. Et puis, avant de lancer le quiz, je voulais juste te remercier d'avoir pris du temps avec nous et puis d'avoir mis des connaissances très avancées sur le sujet au service de la fusée aujourd'hui. C'est vraiment super apprécié. J'ai passé un bon moment avec toi. Pareillement, merci pour l'invitation, puis toujours un plaisir. C'est le moment du quiz. Le gagnant de ce quiz remportera la formation de son choix. Donc, restez là si vous avez encore un petit peu de temps ou si vous n'avez pas trop faim. Pour ça, je vous invite à vous rendre tout de suite sur kahoot.it et on va démarrer le quiz de ce pas. Donc, vous prenez votre téléphone cellulaire et vous vous rendez sur le site kahoot.it. Je vais bientôt mettre à votre disposition un code PIN qu'il va falloir rentrer. Alors, je lance ça tout de suite en mode classique. Je peux participer, moi? Je peux participer? Tu peux participer, mais si tu gagnes, on prendra le deuxième. Ok. Donc c'est parti, vous pouvez vous connecter sur kahoot.it, code PIN 739 73 04. Pour ceux qui sont déjà connectés, en attendant que tout le monde arrive, vous pouvez me donner vos suggestions de costumes pour mon party d'Halloween demain. La thématique, je le rappelle, est les films. Je vois que la salle se remplit vite. Qui pose la question avec le chat, Kahoot, ça s'écrit kahoot.it, comme ça. Oh. On va encore attendre une petite minute avant de se lancer. Ça va être un combat de titans, parce que je vois que vous êtes déjà presque 100. Allez. Allez, je considère que vous êtes prêts.
On y va. Oh là, ça arrive encore un petit peu. Mélan, Steph, viennent d'arriver. Allez, on va commencer. Il y a donc 5 questions. Juste pour ceux qui ne sont pas habitués, sachez qu'il y a aussi ce qui rentre en ligne de compte, c'est à la fois évidemment les bonnes réponses, mais aussi la rapidité à laquelle vous allez répondre. Donc, il faut être vif sur la gâchette si vous voulez avoir un espoir de remporter ce quiz qui démarre tout de suite. Première question sur le webinaire de la loi 25. On y va. Qui est à l'origine de la loi 25 et veille à sa mise en œuvre? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral canadien? Est-ce que c'est François Legault lui-même? Est-ce que c'est la Commission d'accès à l'information du Québec ou est-ce que c'est l'Union européenne? Je rappelle que c'est un quiz aussi de rapidité. La bonne réponse est la réponse jaune. La Commission d'accès à l'information du Québec. Personne n'a répondu. François Legault, tout le monde le sait, bien trop occupé en ce moment avec le secteur public visiblement. On enchaîne. On va déjà voir qui a répondu le plus rapidement. C'est Guillaume, suivi de Bu, U et Marie-Ève qui sont pour l'instant sur le podium. C'est très serré, évidemment. Rien n'est acquis. Après une question. Est-ce que les travailleurs autonomes et les freelances ne sont pas concernés par la loi 25? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ils ne sont pas concernés par la loi 25. On va le savoir tout de suite. Il reste encore quelques petits répondants qui manquent. J'ajouterai une information quand on sera à la réponse de cette question. Et effectivement, c'est faux. Ils sont concernés comme toute organisation qui collecte des données. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y avait une question il y avait une question qui était par rapport au secteur privé, secteur public. Là, ça fonctionne pour le secteur, aussi bien pour le secteur public que le secteur privé. Là, tout propriétaire d'un site web doit respecter la loi 25. Là. Donc, je voulais juste répondre à cette question en même temps. Je pense que c'était lié à cette question. Tout à fait. Merci Cola. 3-0 qui prend la tête devant moi et JC 08. On continue avec la troisième question. Si aucun responsable de la protection des renseignements personnels n'est désigné, qui est nommé par défaut au sein d'une entreprise ou d'une organisation? Est-ce que c'est le CEO ou son fondateur? Est-ce que c'est le directeur des ressources humaines? Est-ce que c'est le directeur marketing? Ou est-ce que c'est le directeur des finances? Et effectivement, vous êtes très fort. C'est le CEO, c'est la personne avec le plus haut niveau d'autorité dans l'entreprise qui est désignée par défaut en cas de non-désignement tacite de quelqu'un. 3-0 est toujours en feu. Rose est juste dans sa roue. Il reste 2 questions. À partir de quand les pénalités pour non-respect de la loi 25 entrent-elles en vigueur? On en a parlé au début. Est-ce que c'est depuis l'adoption en septembre 2021? Est-ce que c'est depuis 2023, le 22 septembre 2023? Est-ce que c'est le 22 septembre 2024? Ou bien il n'y a pas de pénalité et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et sur lequel il y a une clémence absolue de la part du législateur? C'était la réponse 2. Depuis le 22 septembre 2023, vous êtes techniquement sujet à des pénalités en cas de non-conformité à la loi 25. Donc, il est temps de s'y mettre si ce n'est pas fait. Même si, encore une fois, on le répète, si vous n'étiez pas là au tout début, ne partez pas en peur. On sent la CAI a mentionné le fait qu'on était quand même plus dans un mode d'éducation avant d'être dans un mode de pénalité. Voilà. Mais le message, évidemment, c'est de vous y mettre. 3-0 qui garde la tête, qui est définitivement extrêmement rapide. La dernière question, c'est un vrai ou faux? La technique dite du server-side est une façon de continuer à collecter des données, même sans consentement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux selon vous? Très belle image d'illustration. La technique dite du server-side qui consiste, on en parlait tout à l'heure, à s'affranchir des navigateurs pour collecter des données et à les envoyer directement à son serveur de site internet. C'est faux. Il faut continuer. Il faut absolument collecter le consentement, même si on utilise la technique du server-side. Sinon, c'est juste illégal. Je vois que Cola, tu as
Un message d'amour de Simon Brun, une déclaration d'amour Ouais. sur Simon Brun. Je vois ça. Donc voilà qui conclut ce quiz. Nono finit 3e. Bravo Nono, 4602 points. 8 points de plus pour Rose qui finit 2e. Et on va voir si 3-0 a réussi à tenir la tête jusqu'à la fin. Le suspense est entier. Bravo. C'est bien ce qui s'est passé. 3-0 a pris la tête dès la question numéro 3 et gagne ce quiz Kahoot de webinaire. Bravo à toi. Tu peux contacter Juliette à commercial-lafusée.ca ou nous donner ton adresse courriel dans le chat avec ton consentement si possible et sachant qu'on ne le gardera pas de façon éternelle et non voulue. Merci à tous d'avoir passé cette heure et 10 minutes avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez appris ce que vous étiez venu chercher avec nous. On se revoit dans un petit peu moins d'un mois pour parler de ChatGPT. Et d'ici là, bonne conformité à la loi. Encore un grand merci à toi, Cola. Et puis bonne journée tout le monde. Merci pour l'invitation. Bonne journée tout le monde. Au revoir.